Donc moi, juste pour rappel, il y en a pas mal qui me connaissent, mais j'ai une trentaine d'années d'expérience en imagerie et traitement d'image. Alors d'abord sur le vivant et puis maintenant en biologie depuis presque 15 ans. Et après avoir créé une première société sur la dermatologie, j'ai vraiment voulu repartir sur de la R&D et créer Imactive pour proposer aux industriels, pharmaceutiques, aux CRO, petites sociétés qui ont besoin de tester des molécules ou aussi les centres de recherche publics, différentes expertises. Et avec mes deux associés, on a voulu retranscrire dans l'entreprise 3 niveaux d'expertise. Tout d'abord, tout ce qui est test biologique, préparation d'échantillons dont on a parlé donc toute la matinée, les marquages, la transparisation de différentes, à tous les niveaux d'échelle, donc on reverra plus tard. Et puis, au milieu, évidemment, quand on a des objets 3D, on n'a pas envie de faire de l'histologie ou de faire des coupes physiques. Donc là, on a développé toute une expertise en microscopie 3D avec principalement de la feuille de lumière, mais aussi microscopie confocale, biphotons, des champs larges, alors moins 3D, mais enfin, on peut quand même faire des petites choses, en tout cas en termes de quand on a besoin de faire des manips très peu chères, et puis de la lumière structurée qui apporte aussi un intérêt tout particulier sur des épaisseurs fines, ce qu'on appelle dans les congrès maintenant l'ultra flat 3D. Et puis évidemment, on a apporté une couche très importante de traitement d'image avec le choix de prendre comme en ressources humaines des gens mathématiques, des gens spécialisés en mathématiques et en traitement du signal, avec une approche du traitement d'image un peu particulière, pas forcément classique en biologie, pour tout ce qui est restauration d'image, caractérisation, quantification, de la visualisation et de la réalisation de médias classiques, mais qui peuvent être aussi faites sur des données nettoyées de façon correcte. Donc aujourd'hui, très rapidement, les modalités, les caractéristiques de l'image, de l'imagerie qu'on fait, la plateforme technologique qu'on est en train de monter et on profite du confinement pour monter cette plateforme, le traitement d'image de D3D, comme on le voit à travers des exemples, la quantification et puis des exemples de visualisation. On sera obligé de se focaliser sur quelques exemples seulement. Donc notre plateforme aujourd'hui, d'ici le mois de juillet, nous aurons nos propres stations de travail à haute performance. Donc, puisque quand on parle de 3D, on n'en a pas trop parlé jusqu'à maintenant, mais ça génère des quantités de données absolument énormes. Et il faut avoir des stations qui soient capables, rien que pour ouvrir les fichiers, et puis ensuite pour générer des traitements d'images performants, puisque nous, notre but, c'est de conserver l'analyse 3D tout au long du cheminement, et de ne pas faire du traitement d'image 2D multiplié N fois sur un stack d'images, mais vraiment de faire du traitement d'image 3D. Donc bon, classiquement, pour faire du traitement d'image de bon niveau, il faut avoir des outils disons, dédiés au niveau scientifique à ce type de traitement d'image et au niveau mathématique qui est nécessaire. Et puis, comme je disais, des solutions de stockage importantes. En modalité caractéristique, on prend aujourd'hui quasiment tous les types d'images. Je vais me focaliser sur la présentation, pas sur la biologie ni sur l'imagerie, ça a été fait ce matin, mais plutôt sur l'aspect traitement d'image. On prend en charge quasiment tous les formats, les qualités, résolutions, dimensions. On a souvent un retour avec nos clients ou partenaires sur la qualité des images, puisque souvent, il y a une grande différence entre faire des belles images et faire des images qui soient exploitables en traitement d'image. Donc on a souvent des retours après une vraie collaboration qui s'installe avec nos partenaires, clients, pour améliorer la façon de faire les images, pour nous faciliter ensuite le travail en traitement d'image. En interne, donc comme je l'ai dit, on utilise la feuille de lumière. Nous serons équipés, je pense, d'ici l'été. On fait aussi du champ large, confocal, biphoton, en s'appuyant sur des plateformes d'imagerie de Toulouse. Et en autre modalité médicale, ça c'est un peu mon historique personnel, mais aussi de la personne que nous avons recrutée en mathématiques et traitement du signal, on peut aussi faire de l'in vivo en échographie, IRM, OCT, des scans et même du confocal in vivo. Comment on se positionne aujourd'hui? Donc on va vraiment du subcellulaire avec même de la virologie, de la réplication virale, c'est la mode en ce moment. Mais on peut aussi aller sur tout ce qui est sphéroïde, ça c'est notre compétence en termes de culture cellulaire, co-culture, époxy et tout ce qui est
3D en sphéroïde, sur des très gros sphéroïdes, on peut aller jusqu'à plus de 500 microns. Et puis l'organoïde aujourd'hui, avec des fournisseurs qui sont très performants pour ça, mais on ne va pas aller nous développer cette partie-là. Mais en termes d'imagerie, on a déjà une belle expérience. Mais on va jusqu'à donc tout ce qui est explant, biopsie, et puis donc comme je disais, animaux et humains in vivo. Et en marron, donc ici on peut voir donc les techniques qui se positionnent sur les différentes échelles de nos échantillons. Oups, je suis où? Je suis là. Donc en termes de traitement d'image, vraiment notre capacité, notre expertise, elle est d'aller chercher de l'information cachée qui est dans des images qui sont plus ou moins compliquées. Donc là ici on voit une image prise dans un film de cinétique de réplication virale où très difficile d'aller chercher de l'information, avec en plus une cellule qui change de capacité de fluorescence au cours de l'attaque virale, et la demande d'aller chercher une information de façon constante tout au long du film et de façon robuste pour ensuite quantifier des cinétiques d'infection. Donc là, on est vraiment dans du subcellulaire. On a, entre guillemets, on subit un peu la qualité d'image, mais avec des variabilités de conditions et puis de fluorescence de la cellule qui rendent compliqués ces types d'imagerie, mais avec derrière des processus complètement automatisés, hyper rapides, puisqu'on peut travailler en parallélisation pour rendre ensuite un service qui soit de très haut contenu, mais à des tarifs, bon, c'est un peu pas vulgaire, mais il faut en parler, qui puisse être raisonnable quand on veut avoir énormément de conditions et de molécules à tester. C'est un petit peu ça notre plus-value, c'est une fois qu'un process est mis au point, on est capable de le rendre très robuste et de le rendre automatique et très rapide grâce à ces stations de travail multiprocesseurs. En termes de quantification, donc on fait beaucoup d'analyses quantitatives, c'est notre but. On travaille énormément avec les clients pour savoir exactement ce qu'ils cherchent dans leurs images. Ça, c'est très important, cette discussion. Et puis ensuite, on va aller vers de la visualisation aussi pour mettre en avant la partie graphe, image, film, et puis pourquoi pas réalité virtuelle qu'on a commencé à travailler. Et puis on verra qu'on aura une très belle démonstration derrière avec le dernier orateur. Bon, les rendus, c'est du classique, vous connaissez, je vais passer rapidement. Donc, classiquement, on va sur tous les types de détection. On va être capable de détecter des objets, des mesures de volume, d'épaisseur de parois, des segmentations vaisseaux-fibres, qui s'appuient vraiment sur les caractéristiques mathématiques de ces objets et qui permettent ainsi de s'affranchir des fois en grande partie de la qualité des images, des artefacts, de la variabilité des objets, puisque ce n'est pas parce qu'on va étudier 3 cœurs dans une étude qu'ils vont avoir les mêmes caractéristiques optiques. Les transparisations ne se font pas forcément de la même façon, les marquages sont souvent très différents d'un cœur à l'autre, par exemple, et le positionnement dans les microscopes aussi de ces objets rendent des fois, apportent des variations qui sont difficiles à maîtriser dans le positionnement et dans l'imagerie. Donc là, je vais rentrer dans quelques illustrations, mais qui ne sont vraiment pas exhaustives. En 4 ans d'existence, on n'a vraiment pas réussi, en tout cas, on n'a pas encore pour l'instant eu 2 fois le même projet, donc on est vraiment dans du spécifique, dans quelque chose que les gens n'arrivent pas à faire, et que nous, on va y réussir grâce à ces expertises découpées dans l'entreprise, à porter. Donc ici, c'est par exemple de la jonction musculaire, donc neuromusculaire, donc c'était un muscle entier où on va être capable d'aller détecter toutes les jonctions neuromusculaires du muscle, les compter et connaître leur taille. Je vais aller directement sur un petit film. Et avec un seul canal de fluorescence, accéder au volume du muscle, mais aussi à l'information. Donc la partie enveloppe est complètement invisible dans le scan, il va falloir aller le chercher dans l'image. Par contre, les jonctions ont été marquées avec une molécule et c'est qui permettent d'avoir une segmentation extrêmement fine. Donc là, chaque point rouge, c'est une jonction, on est capable de la détecter, de voir aussi ces nappes
à travers le muscle, quantifier ces nappes, savoir si elles changent en fonction d'un modèle de souris ou un modèle d'atrophie musculaire ou par exemple de sectionnement de la moelle épinière, savoir s'il va y avoir un impact ensuite sur ces jonctions. Donc c'est un exemple dans la très haute résolution. Là, plus classiquement, des sphéroïdes, là où on va essayer d'optimiser dans la même préparation plusieurs sphéroïdes et puis compter. Donc là, je ne vous montre pas l'intérieur, puisque là, on était dans une résolution faible pour pouvoir simplement voir de la diffusion de marquages fluorescents, mais qui permettent ensuite complètement automatiquement dans toute l'image de venir calculer des diffusions de marqueurs quels qu'ils soient. Alors sur des images très complexes, in vivo, donc là c'est de l'OCT, donc c'est la tomographie en optique cohérente. Les images sont très complexes, c'est très difficile de voir ici le stratum, l'épiderme, le derme, d'avoir grâce à alors là c'est du deep learning, on avait utilisé ça pour voir l'intérêt de ce genre de techno, mais ça peut être sur de la modélisation mathématique plus classique, détecter des surfaces, des changements de structure ici avec l'hypoderme, le derme, l'épiderme, savoir quelle est l'efficacité d'un produit. Alors là, c'était un produit dermocosmétique dans une étude sur le vieillissement, et d'avoir de façon complètement automatisée, sans aucune intervention humaine de calcul de seuil ou de réglage, avoir cette information pour rendre robuste l'analyse. Et puis, encore une fois, sur un objet de grande taille, l'analyse de la vascularisation cardiaque pour aller voir soit des micro-vaisseaux, et par exemple sur le diabète ou des maladies cardiaques, ou carrément sur des modèles génétiques transformés de souris, voir l'influence de ces modifications génétiques sur l'architecture des réseaux coronariens. Donc je vais juste vous montrer un petit film où on voit donc là c'est un marquage in vivo à la lectine pour aider la partie traitement d'image à reconnaître cette architecture de vaisseau. Et puis, bon, on peut ensuite s'amuser à voir ça en 3D et pouvoir... alors là, il n'y avait pas de quantification, c'est uniquement permettre aux personnes qui créent ensuite des infarctus sur des souris de savoir s'il y a eu modification de ces arbres et savoir pour positionner des ligatures et les positionner au bon endroit. Donc là, la réalité virtuelle sera sûrement un atout dans le futur extrêmement intéressant pour ces gens-là. J'ai juste voulu donc vous montrer un aperçu de ce qu'on fait avec 3-4 niveaux d'expertise et puis d'échantillons de taille. Mais on est en fin de compte, on s'adapte aux besoins de nos clients, quels que soient les types d'imagerie, quelles que soient les échelles. La qualité, forcément, c'est intéressant d'avoir de la très bonne qualité en termes d'image, mais on peut aussi s'adapter et aller chercher dans des images qui ne sont pas forcément de très haute résolution ou qui ont eu des problèmes, qui ne sont pas encore bien au point, aller chercher de l'information pour faire des preuves de concept et apporter de l'information. Et surtout, peut-être l'objectif de Imactive, c'est de pouvoir ensuite être en capacité de traiter des études à grande échelle. Donc typiquement prendre un très grand nombre d'échantillons en main sur des études précliniques, sur des cœurs, sur 100, 200 cœurs, pouvoir rendre des résultats dans des temps raisonnables. Et donc c'est pour ça que d'ici juillet, comme je vous disais, on sera équipé de microscopies feuilles de lumière et puis de stations qui permettent de faire ces précliniques.